Bonsoir et bienvenue à tous ce soir dans cette nouvelle formation sur quelques cas cliniques que je vous présenterai ce soir. Nous avions vu il y a quelques semaines de ça des cas cliniques, ça date un petit peu maintenant, ça fait un peu plus d'un mois. Je vous propose ce soir des cas cliniques sur des cornées spécifiques, cornées régulières dans un premier temps avec une adaptation en orthokératologie et puis ensuite des cornées irrégulières. En tout cas, je vous souhaite à tous et toutes la bienvenue ce soir. J'espère que vous m'entendez bien. Je vous propose, comme d'habitude, donc bien sûr, de vous faire une présentation de 3 cas cliniques ce soir. Et à la fin de ces cas cliniques, je vous laisserai la parole afin que nous puissions échanger et si vous avez des questions, que je puisse y répondre. Pendant cette présentation, les micros sont coupés puisque la formation ce soir est enregistrée. Peut-être y aura-t-il des retardataires qui souhaiteront revisionner cette présentation et cette formation ce soir qui sera accessible sous une dizaine de jours sur notre site internet. En tout cas, bienvenue à tous et toutes ce soir. Le système de webinaire reste le même. Pour nombre d'entre vous, vous connaissez déjà ce système. Il s'agit en fait d'une formation en ligne et vous avez possibilité donc de prendre la parole. Vous transcrivez, vous écrivez pardon, tout simplement vos questions pendant le webinaire. Je la retranscris et j'essaye en même temps d'y répondre. Et puis en fin de session, eh bien, il y aura donc l'ouverture des micros de tous et toutes pour que vous puissiez échanger si vous en avez l'envie et le besoin. Voilà, eh bien nous allons démarrer par ce premier cas clinique. Il s'agit ce soir d'une jeune étudiante ancienne porteuse de lentilles souples mais qui souffre de sécheresse et tout particulièrement parce qu'elle est étudiante en bureautique et donc sur l'informatique. Eh bien, elle est embêtée avec ses lentilles souples à remplacement fréquent. En plus, on a une myopie évolutive qui a pris moins 0,75 dioptrie en 6 mois. Et donc l'indication, on le sait bien aujourd'hui, l'indication, je dirais presque première dans la freination de la myopie évolutive, eh bien c'est l'orthokératologie, tout simplement grâce à un contrôle du défocus périphérique rétinien. Et donc ici, eh bien en orthokératologie, il est absolument indispensable d'avoir donc un topographe cornéen pour pouvoir assurer et pérenniser ces adaptations techniques. Techniques mais malgré tout accessible grâce bien sûr à la topographie et au logiciel ainsi que les services techniques qui sont bien sûr à votre disposition. Il faut pour bien débuter une adaptation en orthokératologie donc se prémunir d'une topographie, s'assurer que celle-ci est régulière, ce qui est le cas dans notre exemple ici. Donc avec une kératométrie somme toute assez cambrée, hein, 740 par 734, 745 par 741. On a une réfraction sphérique, ce qui veut dire que il n'y a pas ou peu d'internes. En tout cas ici, on pourra dire presque pas d'internes. Les kératos sont quasi sphériques à 5 centièmes près. Et puis surtout, et la chose la plus importante, il faut que l'aplatissement cornéen, c'est-à-dire l'excentricité, qui est notée ici, ne soit pas trop faible, en tout cas jamais inférieure à 0,4 et d'autant plus forte que la myopie à corriger le sera également. Donc ici on est dans les prérequis optimaux pour pouvoir commencer une adaptation en orthokératologie. Il ne faut pas oublier bien sûr de prendre en compte le diamètre cornéen qui ici est standard et le diamètre pupillaire qui, on le voit renseigné dans le logiciel, est de 5 mm. Une fois que nous avons renseigné donc l'ensemble de ces paramètres, que l'on a importé la topographie dans le logiciel, eh bien le logiciel nous calcule directement les paramètres de la lentille, donc d'essai à commander. Vous noterez qu'il y a une dissociation entre l'œil droit et l'œil gauche au niveau des couleurs pour éviter que les porteurs de lentilles inversent tout simplement leur équipement, ce qui serait préjudiciable dans le remodelage cornéen. Alors, pour détailler cette lentille, c'est lentille d'orthoca CRT. Pour CRT, ça veut dire en fait tout simplement cornéal réfractive thérapie. Donc, c'est considéré, ça peut être considéré un peu comme un traitement de la myopie évolutive. En tout cas, dans les dernières publications, hein, il est vrai que, euh, pardon, excusez-moi. Hop là, je vais rebrancher ça. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère même mieux. En tout cas, j'avais un petit problème technique, voilà, qui attend à se résoudre. Donc
Excusez-moi, je viens de faire un test micro. Donc, dans cet équipement, ce qui est très très important, dans ce micro, merci pour votre tour pour le son. Ce qui est important dans cet équipement, hein, donc, c'est de bien définir les paramètres de la lentille. Donc, le rayon de courbure au centre qui va définir donc la valeur de remodelage, mais également donc les deux indicateurs ici, hein, que sont 550 et 34. 550, c'est la hauteur du réservoir et 34, c'est le dégagement de la lentille. C'est un angle, hein. Donc, pour avoir plus d'informations sur comment calculer ces paramètres, on a fait il y a quelques semaines de cela des formations donc spécifiques à la CRT qui sont disponibles en téléchargement sur notre site web. Le diamètre ici calculé pour un diamètre cornéen de 11,50 c'est 10,50 et la puissance elle est standard à plus 0,50. Il faut savoir que les lentilles ne sont réellement portées que la nuit, ne sont pas portées le jour et n'ont pas pour objectif de compenser la métropie lorsque la lentille est portée, mais tout simplement de remodeler la cornée la nuit pour que le jour le porteur n'ait pas de lentille à porter. Donc ici c'est vraiment le logiciel ou l'assistance technique qui vous permettra donc de calculer ces paramètres de lentille. Donc je répète ici, donc 79 ça veut dire 7,90 mm au centre, de même à gauche 78 donc ça veut dire 7,80. Ensuite 550 à droite et à gauche ce sont les hauteurs de réservoir. On a des cornets à peu près similaires hein, en morphologie, on le voit à droite et à gauche ici, ainsi qu'en rayon et excentricité, hein, c'est à peu près les deux mêmes cornets. Et puis au niveau de l'angle de dégagement, si je reviens un tout petit peu en arrière, on s'aperçoit qu'on a un aplatissement cornéen à droite et à gauche qui est quand même relativement symétrique, ce qui explique que les aplatissements au bord de la lentille sont les mêmes. Alors, vous avez, lorsque vous allez poser la lentille, hein, donc avant de laisser porter une nuit, il est absolument nécessaire de poser cette lentille. Donc le premier rendez-vous que vous allez faire avec la lentille, c'est avant le port d'une nuit. Alors ici, en fait, vous voyez sur la lentille, il est gravé au laser Not for Sale. Là, c'est vraiment une lentille de test que nous, on avait, mais vous, bien sûr, vos lentilles n'auront pas ce type de gravure en Not for Sale. Là, c'est vraiment pour l'exemple que je vous propose ce soir, hein, ce cas clinique ce soir. Ce sont des lentilles que l'on avait au labo, lentilles d'essai. Et puis vous noterez que sur toutes les lentilles d'Ortoca CRT, eh bien elles sont gravées. Donc 79 ici, 79 correspond en fait à la lentille droite, c'est le rayon central de la lentille. 55 en fait c'est le 550, on a arrondi à la dizaine près. Et 34 en fait c'est l'angle de dégagement. C'est très important parce que même si la lentille droite et la lentille gauche ont des couleurs dissociées, eh bien il faut pouvoir quand même au bout d'un certain temps pouvoir vérifier les paramètres de cette lentille et donc nous avons souhaité sur ces lentilles d'Ortoca avoir des gravures pour pouvoir à la lampe à fente retrouver exactement l'intégrité des paramètres de ces lentilles de remodelage. Donc lors du protocole, le protocole commence donc avec l'essai de la lentille avant une nuit. Vous noterez bien que si tout va bien, c'est le seul moment où vous évaluerez cette lentille. En fait, vous verrez que l'ensemble des rendez-vous suivants, si tout va bien, se fait à la topographie et avec des réfractions complémentaires sans lentille. Et donc que le port de la lentille, après, n'est pas obligatoire lors des contrôles. Donc avant une nuit, sont posées les lentilles respectives à droite et à gauche. Les acuités sont prises avec les lentilles, parce que les acuités avec les lentilles nous donnent une indication sur l'acuité potentielle que l'on aura en fin de remodelage si la lentille est correctement centrée. Et puis, bien sûr, à la lampe à fente, vous évaluez le centrage, la mobilité, et puis la fluo sous lentille. Alors, on explique tout ça. Le centrage et la mobilité, le centrage doit être parfait, hein, le plus optimal et le plus centré possible. Il faut savoir que la réussite d'une adaptation en Ortoca tient dans son centrage. Ensuite, la mobilité, eh bien, la mobilité doit être une translation verticale sans mouvement horizontal hein, de la lentille. La lentille doit juste avoir un mouvement de translation induit par la paupière supérieure lors du clignement. Mais malgré tout, ce qui compte et ce qui est le plus important, ça sera le centrage évalué à la topographie le lendemain, il y a une semaine. Donc cette mobilité, des fois, peut générer des petits décentrements et ce n'est pas grave. Donc ne vous inquiétez pas et ne vous formalisez pas là-dessus. Ce qui est important également, c'est d'observer donc au centre de la lentille ici, donc une petite zone d'appui. Alors là, il y a un petit peu de fluo en face avant, mais normalement, il y a une zone d'appui qui est un peu plus noire. Puis cette zone plus marquée que l'on voit ici, hein, qui est le réservoir de l'arme. Et puis pour terminer, l'alignement périphérique. Alors en fait, la zone d'appui ici, elle reste assez peu intense puisqu'on est sur des petits myopes, des myopes de -2.
Il faut savoir que pour débuter, il faut absolument commencer par des myopes pas trop forts. J'ai tendance à dire le cas idéal pour vraiment démarrer en orthoca, c'est un myope maxi de -2. Ensuite, on fait un myope de -3, -4. Et puis, quand on a fait de 3, on pourra vous proposer autre chose sur des myopies plus fortes, plus évoluées, des astigmatismes. Voilà. Une fois que cet examen avant une nuit a été réalisé et qu'il est optimal, vous allez apprendre à manipuler, à entretenir, et puis vous reverrez donc votre porteur après une nuit de port. Et le lendemain matin, bien sûr, le porteur doit mettre les lentilles juste avant d'aller se coucher et fermer les yeux pour dormir et non pas ni faire de la console, lire ou regarder la télé. Et puis le lendemain, dès qu'il se lève, il retire les lentilles. Ça, c'est fondamental. Et puis donc le lendemain, après une nuit, vous faites un contrôle des topographies. Donc vous retrouvez en haut ici la topo initiale que vous aviez faite. Cette topo doit être d'excellente qualité puisque ce sera votre référence tout au long de votre adaptation et de votre suivi pour des années quelquefois. Et puis le lendemain, vous commencez à percevoir un petit peu d'orange ici qui se forme. C'est les prémices d'un anneau. Alors des fois on le voit, des fois on ne le voit pas. C'est pas très grave. Ce qui est le plus important, c'est de commencer à avoir un anneau qui se forme et qui est centré à peu près sur la pupille, comme on le voit ici. Et ça veut dire quoi? Alors, nous sommes ici en mode tangentiel. C'est important d'être en mode tangentiel. Eh bien, ça veut dire que la lentille, la nuit, elle est centrée. Donc, la topographie soustractive en mode tangentiel nous indique le centrage de la lentille la nuit. Quand bien même la lentille vous paraissait pas très bien centrée lorsqu'elle était portée lors du premier rendez-vous, si vous avez cette topo-là le lendemain, je peux vous assurer que votre lentille est correctement centrée. Donc, bien sûr, votre porteur vient avec les lentilles dans la poche. Il ne porte pas les lentilles sur les yeux. Vous devez le voir le matin, pas forcément au réveil. Ça peut être le matin vers 10 heures. Et puis, vous prendrez des acuités sans lentilles. Alors, bien sûr, vous aurez une réfraction résiduelle complémentaire parce que vous n'aurez pas remodelé l'intégrité de sa myopie. Et donc, du coup, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que vous allez suppléer le manque de puissance, parce que le remodelage n'est pas complet, bien sûr, et c'est normal au bout d'une nuit. Il faudra entendre entre 1 semaine et 15 jours pour que celui-ci soit complet. Vous allez suppléer avec des lentilles jetables journalières. Ces lentilles doivent être les plus molles possibles. Et puis, vous essaierez tout simplement de faire des paliers d'une dioptrie. Donc ici, par exemple, vous avez une réfraction complémentaire de -1,25 et -1, alternativement droite et gauche. Donc vous donnerez 2-3 lentilles de -1. Alors, c'est vrai qu'au bout de 2-3 jours, il sera un petit peu surcorrigé. Et puis, le 4e jour, il doit être arrivé à plan. Voilà. Et ce porteur de lentilles d'orthoca, vous ne le reverrez, puisque la lentille est centrée, qu'au bout d'1 semaine. D'accord ? Ce qui est très important également, c'est de faire un examen de la lampe à fente sans les lentilles, un examen fluoroscopique. Et ce qui doit être important ici, c'est d'observer donc une intégrité cornéenne. Quelquefois, lorsque la myopie est forte, on aura un très léger piqueté diffus central qui pourra être accepté s'il ne dure pas plus de 2-3 jours maximum. D'accord ? Donc si vous avez un piqueté central, je vous invite peut-être quelquefois, si vous avez un doute, à revoir à 3 jours. Mais il doit toujours être relativement diffus et surtout superficiel. Mais bien souvent, il y a à peine de piqueté le lendemain. Voilà. Donc si tout va bien, si la lentille est centrée, même si l'acuité visuelle au bout d'une nuit de port n'est pas encore optimale, ce qui est normal, ensuite vous décidez de le revoir au bout d'une semaine. Au bout d'une semaine, vous remarquerez que l'anneau orangé, limite rouge, commence à se former et est beaucoup plus complet qu'il ne l'était au bout d'une nuit. Vous refaites la topographie soustractive et vous voyez que l'anneau est toujours centré sur la pupille, que les réfractions complémentaires normalement doivent être très voisines de plan ou au voisinage de plan et surtout et le plus souvent à plan, voire peuvent aller jusqu'à plus 0,50. D'accord ? Alors en général, on a une petite hypermétropie résiduelle le matin et au fur et à mesure qu'on les voit dans la journée, cette hypermétropie résiduelle se résorbe. En général, si vous les voyez le matin de bonne heure, ce qui est l'idéal, c'est d'avoir entre plus 0,50 et plus 0,25. Ce qui fait qu'en fonction de la flexibilité cornéenne, le soir, votre porteur sera à plan et éventuellement moins 0,25 le soir très tard. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus les lentilles seront portées longtemps, alors d'abord la nuit, il faut des dormeurs, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils dorment au moins 6 heures et que le sommeil ne soit pas trop agité pour que cela puisse fonctionner. Et lorsque votre porteur d'orthoca se couche, il faut qu'il reste quelques minutes
plusieurs minutes, alors on dit jusqu'à 10 minutes, les yeux fermés sur le dos pour éviter les sensations de gravité et donc permettre à la lentille par capillarité d'obtenir le meilleur centrage. Au bout de quelques minutes, eh bien, le porteur peut se tourner sur le côté droit, sur le côté gauche, mais jamais sur le ventre et surtout jamais l'œil dans l'oreiller ou sur le poing. Ça c'est très très important, sinon ça génère des décentrements. Et puis pour terminer, eh bien, toujours réaliser un examen à la lampe à fente sans les lentilles, un examen fluoroscopique, et donc les cornées doivent être négatives, fluo-négatives. Si vous n'avez pas un centrage parfait, des réfractions complémentaires associées qui seront donc astigmates, avec souvent des astigmatismes obliques, donc si vous avez des centrements supérieurs en smile ou inférieurs par exemple, ou bien un îlot central, un central Iceland, je vous invite à utiliser notre logiciel iAdapt qui vous aidera à recalculer les nouveaux paramètres de la lentille et donc on recommence le protocole. Donc si au bout d'une semaine tout va bien, vous décidez de le revoir au bout d'un mois. Et au bout d'un mois, vous voyez l'anneau rouge ici, s'est formé complètement. La lentille est toujours centrée en topo soustractive. On a vraiment cet aplatissement central, cette topo centrée, cet anneau rouge en topographie, on va dire normale, toute simple. Et donc, vous devez contrôler les topos, refaire une acuité avec les réfractions complémentaires, un examen à lampe à fente sans les lentilles. Et si tout va bien, vous n'êtes même pas obligé de reporter et de reposer ces lentilles pour les contrôler. Alors moi, perso, j'aime bien les reposer juste pour vérifier l'état d'encrassement de la lentille. Voilà. Quand vous êtes arrivé là, eh bien votre adaptation se termine et donc il faudra décider de revoir votre porteur au bout de quelques mois. Alors en général, on dit 6 mois la première année, puis ensuite tous les ans. Voilà. Je vous présente ici tout simplement l'évolution en fait de ce remodelage cornéen où vous avez la topographie initiale, puis la topographie après une nuit où on voit les prémices de cet anneau rouge qui va se former. Puis cet anneau qui a continué à se former au bout d'une semaine pour ensuite se généraliser avec un aplatissement central, c'est devenu vert alors qu'au départ on était plutôt sur du jaune. Et puis donc cet aplatissement central, alors notez qu'au début on était sur du 7,59 de rayon et on est passé sur du 7,84. Donc on a aplati de, on va dire 25 centièmes, un peu plus de 25 centièmes sur cet œil. Voilà, tout simplement pour arriver à plan. Voilà pour ce qui concerne l'orthoca. En tout cas pour le cas de ce soir. Maintenant je vous propose un autre cas. Alors on va changer complètement ici de registre en lentille de contact. On va partir sur une dystrophie cornéenne chez un ancien informaticien qui est devenu malvoyant au fur et à mesure des années, puisqu'il présente une dystrophie de Ress-Buckler. Alors, cette dystrophie, on le voit ici, engendre des opalescences de la cornée associée et rend la topographie absolument ininterprétable, impossible, voire même impossible. Alors en fait, c'est pas tout à fait impossible. On arrive à gommer en fait ces irrégularités que l'on voit ici en faisant porter une lentille souple en hydrogel très très fine et très très molle. Mais globalement ici, cela ne présentait pas d'intérêt plus que ça d'avoir donc de topographie. On a fait une coupe. Alors ici, on voit pas, enfin on n'a pas suffisamment grossi, mais on a une coupe de la cornée pour évaluer l'élévation. Et donc, en fonction de l'élévation que l'on a pu évaluer, on a décidé de commencer à adapter par une ICD HD 4002-2 lentille DC pour des cornées, on va dire, à élévation normale. Il faut savoir que l'acuité visuelle, même en essayant de corriger, ne monte pas et qu'on est vraiment sur des acuités inférieures à un 20e à droite comme à gauche. Donc c'est une dystrophie qui est bilatérale ici chez ce porteur. Et d'ailleurs, dans ce qu'on peut lire, ces dystrophies sont très souvent bilatérales. Ce type de dystrophie, en tout cas, c'est bien souvent le bilatéral. Donc il a été décidé de poser ces lentilles de boîte d'essai 4002-2, 4002 HD-2, et puis on a évalué à la pause et à 1 heure ces lentilles.
Alors, je vais pas m'attarder sur le contrôle à la pause, je vais surtout m'attarder sur celui au bout d'une heure. Eh bien, on a observé une clearance totale de la lentille, donc il n'y avait pas de zone de contact. On a observé les conjonctives, il n'y avait pas de zone de compression. Et puis, on a surtout fait une coupe optique afin d'évaluer la clearance centrale. Et donc, on s'aperçoit ici, la partie grisée représente l'épaisseur de ma lentille. Ensuite, la partie jaune-vert représente l'épaisseur de mon ménisque de larme. On a à peu près une équiépaisseur entre la lentille et le ménisque de l'arme. Donc on est à peu près sur du 300 microns. 300 microns au bout d'une heure, c'est pas mal, parce que ça veut dire qu'au bout d'un mois, on sera aux alentours de 250. On va reperdre à peu près 50 microns entre une heure et un mois de port, un mois où la lentille sera totalement stabilisée. Voilà. Donc ici, c'est une lentille qui morphologiquement, on va dire, est adaptée à l'adaptation donc de ce type de cornée extrêmement fragile, vous l'aurez bien compris, parce que extrêmement impactée. Une réfraction somme toute modérée sur cette lentille, ce qui signifie que tout simplement, on a une cambrure de cette lentille sclérale qui est somme toute assez proche des besoins de la cornée. Alors, faut pas forcément établir de règles, mais là ici, en fait, quelque part, c'est aussi un peu rassurant. Et avec ça, malheureusement, on décolle pas non plus énormément. On passe à 3 dixièmes à droite et 2,5 à gauche. Alors, malgré tout, ça lui change la vie parce que ça veut dire qu'en bino, il a 4 dixièmes et ça veut dire qu'il va gagner en autonomie quotidienne et c'est son souhait. Son souhait, c'est pas forcément de pouvoir retravailler, quand bien même sur informatique avec les effets, on peut grossir les caractères, donc ça peut lui redonner quelques perspectives, mais c'est surtout regagner de l'autonomie quotidienne. Alors ces lentilles après ont été commandées, elles ont été à nouveau contrôlées et puis les lentilles ont été portées une semaine. Les lentilles portées étaient des ICD HD 4002 avec la réfraction complémentaire inclue dans la lentille, donc moins 3,50 à droite et moins 2,50 à gauche. On a maintenu ce niveau d'acuité visuelle et après une semaine de port, on a toujours une clearance parfaite au niveau de la lentille, pas de compression, on voit les vaisseaux qui sont en dessous, même en lumière jaune ici, même si c'est pas comme ça que ça s'observe en lumière blanche, comme on le voit ici à droite, donc en haut, puis en temporal ici, et puis on le voit ici donc en nasal et en inférieur. Ici, je vous ai j'ai juste superposé des pointillés pour vous montrer que la lentille, en fait, elle est un tout petit peu décentrée vers le bas. Et ça génère un ménisque de l'arme qui est un petit peu prismatique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est plus fin en haut et un peu plus épais en bas. Ce qu'on n'avait pas observé au bout d'une heure. Alors pourquoi? C'est tout simplement parce qu'avec le temps de port, la paupière supérieure a légèrement appuyé sur la lentille et l'a fait descendre. La lentille a fait son nid un petit peu plus basse et donc a engendré ce ménisque de l'arme légèrement prismatique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en haut, ici, j'ai 300 microns de lentille, donc ici, j'ai 100 microns à peu près d'épaisseur de ménisque de l'arme. Et en bas, j'ai 300 microns de lentille et à peu près 300 microns de l'arme. Ça veut dire qu'en moyenne, on est aux alentours de 200, que l'effet prismatique induit par le ménisque de l'arme, quand on fait les tests, n'engendre pas de phorie verticale, il faut le savoir, et donc ne gêne en rien le porteur de cette lentille. Si je reviens ici sur l'analyse du bord de la lentille ICD, on s'aperçoit qu'en haut, il n'y a vraiment aucune compression. Par contre, ici en temporel, j'ai une toute petite compression au bout d'une semaine, mais qui est très très localisée sur des vaisseaux très très fins. C'est acceptable dans le sens où la sclère n'est absolument pas régulière, elle est très asymétrique et donc une petite compression légère dans un cadran sera totalement acceptable puisque dans les 3 autres zones, il n'y a absolument aucune compression. Donc ça c'est bien évidemment une sclère sur laquelle donc on ne modifiera rien. Voilà. Et puis, ce porteur de lentilles a été revu au bout d'un mois. Alors au bout d'un mois, vous voyez, il y a ce croissant de fluo là en bas au niveau du limbe, ce qui veut dire que la lentille, elle est
basse, hein, d'accord, hein. On voit ici, hein, ça, on le voit plus en nasal, hein, que ça fait ce croissant de fluo. En temporal, il remonte un peu plus, mais en nasal, on le voit bien, hein, ce qui veut dire que la lentille est très légèrement décentrée. Et vous retrouvez ici ce ménisque de larme prismatique avec une épaisseur de larme presque nulle en supérieur, et puis une épaisseur de larme à peu près égale à l'épaisseur de la lentille. L'épaisseur de la lentille, elle est là. Puis l'épaisseur de l'arme est ici, donc on est sur un 300 microns, 300, 350 microns d'épaisseur de l'arme en inférieur, avec une moyenne qui va se situer aux alentours de 200, 250. Et puis vous le voyez ici, hein, aucun contact, hein, même pas en supérieur. Donc voilà. Donc ça c'est une lentille sur laquelle on peut laisser porter et laisser partir, mais bien sûr avec une extrême vigilance compte tenu de la fragilité de la cornée. Au niveau des paramètres de la lentille, eh bien, on retrouve les paramètres de la lentille. Donc ICD, ici, c'est une HD, hein, c'est noté sur l'étiquette, et si c'est pas noté, c'est que votre lentille n'est pas HD. Faites très très attention, il y a des différences de puissance importantes entre la géométrie HD et la géométrie pas HD. À l'heure d'aujourd'hui, en 2016, hein, la lentille de première intention est l'ICD HD. L'ICD restant une lentille de renouvellement pour vos anciens porteurs convenablement équipés et qui la supportent bien. Donc ne passez pas vos anciens porteurs d'ICD en HD si tout va bien, parce qu'il faut refaire. Il faut refaire surtout d'un point de vue réfractif. Et surtout s'ils sont bien, ça va rien leur apporter de plus. Ensuite, vous avez la flèche, le diamètre, la puissance, les paramètres périphériques de sclère, de limbe, de périphérie de cornée, le matériau, en HDS 100 avec un D4 145, et puis le numéro de série de la lentille pour la traçabilité, sa date de péremption. Voilà. Alors sa date de péremption dans l'étui, hein, d'accord. Il faut savoir que toute lentille ouverte a une validité lorsqu'elle est correctement entretenue de 2 ans. Allez, on termine. Un dernier cas. Vous avez compris, on a fait de l'orthoca, on a fait une lentille sclérale. Et ben, ce dernier cas, ça sera de la lentille hybride, tout simplement. Donc ici, il s'agit d'un jeune, un étudiant, footballeur, très actif, hein, qui joue beaucoup au football, 3 ou 4 fois par semaine. Et donc, le souci, c'est qu'il a un kératocone, qu'il avait essayé des lentilles rigides, qu'il n'a jamais portées parce qu'il les a jamais supportées, et qu'au foot, c'était juste pas possible. Donc il a une réfraction somme toute assez modérée. À droite, son kératocone étant plutôt décentré inférieur, et à gauche, il est quand même plus proéminent et puis toujours un petit peu décentré inférieur. Une acuité à droite médiocre en lunettes et on pourrait dire presque mauvaise à gauche. La topographie nous montre une kérato plus cambrée et plus asymétrique sur l'œil gauche que sur l'œil droit, hein, tout simplement parce que le kératocone à gauche est plus évolué qu'à droite. Au niveau de l'essai, pour débuter en lentille hybride sur ce type de morphologie cornéenne, je vous conseille d'abord d'utiliser une lentille rigide pour déterminer au mieux le rayon central de la lentille. Alors ici, c'est ce qu'on a fait, on a mis une lentille rigide et puis la petite vidéo vous montre qu'on a un affleurement à l'apex du cône. Alors ici, de mémoire, c'était sur l'œil droit, me semble-t-il. Je mettrai pas ma main coupée. Enfin bref, c'est sur l'un des deux yeux. Et donc la lentille a été adaptée de façon à trouver et à déterminer les rayons les mieux adaptés. Donc une 770 en diamètre 8,80 avec une puissance de moins 1,50 sur l'œil droit pour 10 dixièmes. Et puis sur l'œil gauche, donc c'est un rayon de 6,55 pour un diamètre de 8,20 avec une puissance de moins 5,25 et 8 dixièmes. Alors une acuité un petit peu moins bonne à gauche qu'à droite, compte tenu de l'évolution du kératocone et une cornée qui avait peut-être un peu perdu de sa transparence en centrale. Donc je vous rappelle ici les paramètres des lentilles rigides qui semblaient les mieux adaptés morphologiquement en termes de rayons. Eh bien nous avons reporté ces mêmes rayons sur la lentille hybride avec une jupe 0 et un diamètre de 14,90. Alors ces lentilles ont été commandées sur mesure parce que bien sûr avec l'habitude on a commencé par prendre une épaisseur de 0,20 pour éviter la flexion de la lentille, et là je vous renvoie vers les vidéos de formation en hybride où on explique pourquoi on épaissit un petit peu la lentille pour éviter la flexion. On va partir sur un diamètre de zone rigide standard de 8,50 et puis ici j'ai modifié également les excentricités parce que l'excentricité de l'œil droit, on le voit ici, était un peu plus forte que la moyenne. Bah oui, c'est un kératocone, on sait bien que le kératocone a des excentricités plus fortes, mais j'ai modifié l'excentricité de l'œil gauche encore plus parce qu'on est presque voisin d'un nipple cone. Alors il n'est pas tout à fait centré, mais ça y ressemblerait presque. Et donc du coup, ici, comme j'ai des excentricités encore beaucoup plus fortes, et bien du coup j'ai augmenté encore un peu plus l'excentricité de l'œil gauche. On a à droite une lentille qui est parfaite, parfaitement centrée.
à gauche une lentille qui est pas trop mal centrée, un petit peu décentrant nasal. Alors faut pas se fier ici à la jonction, il faut vraiment se fier ici au bord de la lentille. On voit que la distance entre le limbe et le bord de la lentille est un peu plus faible en temporal qu'en nasal, donc la lentille est un petit peu décentrant nasal, cela restant tout à fait acceptable. Ensuite, eh bien, fluo. La fluo, je vous conseille de la faire dès la pose. La fluo, elle passe beaucoup plus facilement sous la lentille dès qu'on la fait au moment où on la pose. Donc à droite, on a un tout petit lac de fluo en supérieur, au-dessus de l'apex du cône, parce que le relief est moins important. Par contre, sur l'œil gauche, eh bien, on a un lac de fluo beaucoup plus important au-dessus de l'apex du cône, tout simplement parce que le relief est beaucoup plus important sur l'œil gauche que sur l'œil droit. Donc la différence et la prise de fluo au-dessus de l'apex est plus importante également sur l'œil gauche que sur l'œil droit. Vous remarquez donc ici donc le dégagement de la partie rigide qui est, on va dire, suffisant grâce justement à cette excentricité qui a été volontairement augmentée. Et puis vous observez cette bande noire ici, où on ne voit pas de fluo. Cette bande noire, en fait, c'est l'épaisseur de la jonction. Il faut savoir que la jonction, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quelques striures dans la jonction qui en améliorent la solidité, c'est volontaire, et ces striures, en fait, alors je ne sais pas si elles empêchent la réflexion ou si elles diffractent légèrement la lumière, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'à cet endroit-là, on ne voit jamais de fluo au niveau du bord de cette jonction, à l'extrême bord de la jonction, dans l'épaisseur de cette jonction. Donc juste avant la jonction, au niveau du dégagement de la partie rigide, on voit bien ici, et puis également ici, le dégagement de la lentille, et puis toujours cette petite bande noire que l'on retrouve ici, tout autour, ici aussi, mais que l'on retrouve là, comme ça, et puis ici. Vous remarquerez également donc un dégagement qui est un petit peu asymétrique, un petit peu irrégulier, au même titre que peut l'être l'aplatissement périphérique sur la topographie. Alors on voit qu'ici c'est plus irrégulier que ça ne l'est ici, parce qu'ici c'est très plat mais de façon assez régulière, alors qu'ici c'est beaucoup moins régulier, donc on trouve un peu plus de fluo en bas, et puis un petit peu moins en supérieur, et puis en temporal. Voilà. Alors qu'on en a un petit peu plus également en nasal et en inférieur. Donc ce porteur, il est donc décidé, il a été revu à 1 heure avec à peu près les mêmes observations. Au retrait de la lentille, il n'y avait pas de marquage, pas de piqueté surtout. Et puis donc il a été décidé de laisser porter 1 semaine puis 1 mois. On l'a revu donc au bout d'1 mois. Au bout d'1 mois, on avait toujours des images fluo. Alors ici, volontairement, vous voyez, j'ai pas mis le filtre jaune, donc juste pour vous dire que du coup, c'est beaucoup moins lisible comme image fluo. Alors en fait, dès qu'on mettra le filtre jaune, on retrouvera des images à peu près similaires, si ce n'est que les images fluo sous lentille sont un peu moins parlantes lorsque le porteur la porte depuis plusieurs heures. C'est pour ça que je vous incite vraiment à faire la fluo au moment où vous posez la lentille. C'est celle qui est la plus facile et qui vous donne les meilleures observations. Par contre, ici, au bout d'1 mois, ce qui est essentiel de faire, bien sûr, c'est la fluo au retrait de la lentille. La cornée doit vous parler. Ça, c'est essentiel. On retrouve des acuités de bonne qualité, à droite 10 dixièmes, à gauche toujours un peu plus faible, 8 dixièmes. Mais ce qui est très important également, c'est d'observer, quand on fait une coupe, en fait, le dégagement de lentille. Vous voyez ce liseré de dégagement au bord de la partie rigide, eh bien, on retrouve une petite surépaisseur. On est en coupe ici, on a la cornée, on a l'épaisseur de la lentille, et là, en fait, on a la jonction. Et bien au niveau de cette zone de jonction, on retrouve un petit peu plus donc de dégagement. C'est le dégagement de la partie rigide de cette lentille hybride. Donc voilà, c'était juste pour l'anecdote et pour vous faire remarquer qu'effectivement on voyait bien donc ce dégagement même en coupe ici. Voilà. Donc eh bien cette formation pour ce soir se termine. J'espère que ces cas cliniques vous auront plu. Et puis, il y a d'autres rendez-vous qui sont prévus, donc n'hésitez pas à consulter sur notre site internet les prochains rendez-vous. En tout cas, merci à vous de votre participation. Et donc maintenant, je vais ouvrir les micros de chacun si vous aviez des questions.